Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Isabelle Roy, puis au nom de la IANB, je vous présente un séminaire en ligne au sujet du cannabis. On sait qu'il est légalisé au Canada depuis octobre 2018. Oh, excusez-moi un instant. Je vais juste voir. OK. Fait qu'on sait qu'il est légalisé au Canada depuis octobre 2018, ce qui a augmenté l'utilisation pour raisons médicales. Puis c'est important de comprendre ce que ça implique au niveau de notre pratique, puis de se familiariser avec les politiques dans notre milieu de travail. Ah, puis avant que je poursuive, je veux préciser que vous êtes sur mute pour l'instant, ça fait que je ne peux pas vous entendre, mais à la toute fin, on vous donnera accès pour que vous puissiez parler, pour partager ou pour poser vos questions si vous en avez. Je vais commencer par faire la distinction entre le cannabis récréatif puis le cannabis thérapeutique. Le cannabis récréatif est généralement utilisé pour son effet stimulant parce qu'il contient un ingrédient psychoactif qu'on appelle le THC. Puis, vu la légalisation en octobre 2018, il n'y a pas de permission nécessaire ou d'ordonnance médicale qui est nécessaire pour en faire l'utilisation. Il y a toutefois une restriction au niveau de l'âge puis de la quantité de plants qu'on peut faire pousser à la maison, etc. Le cannabis thérapeutique est généralement utilisé pour soulager certains symptômes de certaines maladies. Ce type de cannabis-là contient du CBD, puis contient peu ou pas de THC, contrairement au cannabis récréatif. Le cannabis thérapeutique est souvent utilisé par des clients qui subissent des traitements de chimiothérapie, les clients atteints de la sclérose en plaques, des clients en soins palliatifs, par exemple. Puis en 1999, le gouvernement fédéral permettait par exception à certaines personnes d'utiliser le cannabis pour des raisons médicales. En 2001, on a remplacé cette loi en permettant aux personnes atteintes de certaines maladies ou conditions d'en consommer. Puis on a ensuite évolué vers la loi qu'on connaît aujourd'hui qui permet son utilisation avec une ordonnance médicale, puis une autorisation signée par un médecin ou un infirmier ou infirmière praticien ou praticienne. Ce qui nous amène à ce qu'on connaît comme loi aujourd'hui. Donc, le cannabis récréatif et thérapeutique sont régis par la loi sur le cannabis puis les règlements sur le cannabis. La loi sur le cannabis nous dit ce qui est permis puis ce qui ne l'est pas, que ce soit le cannabis récréatif ou thérapeutique. Alors que les règlements sur le cannabis concernent spécifiquement le cannabis thérapeutique. L'administration puis la distribution du cannabis sont permis seulement si l'employeur le permet. Ensuite, généralement, quand on entend parler de cannabis, on pense à des images comme celle-là, on pense à Hippie ou Peace and Love ou le fameux All Right, All Right, All Right, All Right. Fait qu'il est question de tout changer la perception qu'on a à ce niveau-là. All right, all right, all right. Ensuite, on voit maintenant un changement qui a évolué de l'infamie à l'acceptation. On porte des fois des jugements où on pense des choses comme « Ah oui, ils ont reçu leurs médicaments » en guillemets, où on se dit parfois que les gens mentent en disant que ça fonctionne, mais que c'est juste une excuse pour se droguer en guillemets aussi. Mais on commence à avoir des gens qui bénéficiaient des avantages du cannabis, puis on en voit de plus en plus. Puis, on a peut-être des gens qu'on connaît qui ont utilisé du cannabis en soins palliatifs ou pour traiter certains symptômes de certaines conditions. Fait que des fois, ça nous permet de réfléchir quant à nos préjugés, puis de nous permettre d'avoir une plus grande ouverture à ce sujet-là. Maintenant que le cannabis est légal, puis qu'on a des clients qui les utilisent pour raisons médicales, c'est important de réfléchir à comment ça peut avoir un impact en lien avec nos normes de pratique, puis notre code d'éthique ou de déontologie qui guide notre pratique. Quand on offre des soins aux clients qui utilisent le cannabis thérapeutique, on est responsable de respecter les normes de pratique, puis notre code d'éthique comme on le faisait auparavant. Ce qui veut dire qu'on doit respecter la diversité des clients, respecter le fait que le client a le droit d'être informé, optimiser le droit du client
au niveau de sa prise de décision, puis être défenseur pour des politiques d'établissement appropriées. Il est possible que les professionnels de la santé se retrouvent dans des dilemmes éthiques au sujet du cannabis thérapeutique. Tu peux être témoin des effets secondaires néfastes pour le client, mais aussi des bénéfices comme le contrôle de la douleur puis l'augmentation de l'appétit. Puis à cause de ces éléments-là, il est possible que tu te retrouves en conflit de valeurs à cause de stéréotypes parfois ou de préjugés. Les professionnels de la santé ont le droit de respecter leur conscience s'ils s'opposent au cannabis comme traitement, mais il faut continuer de prodiguer des soins aux clients jusqu'à ce que d'autres mesures soient prises pour combler les besoins du client. Fait qu'on n'a pas le droit en tant que professionnel de la santé d'abandonner les clients. Ceux-ci seraient plutôt référés à une autre prodigueur de soins si on s'oppose au traitement. Puis la IANB a un document qui concerne l'obligation de diligence, donc à ce sujet-là, si tu as besoin de t'y référer. Ensuite, même si on a le droit d'administrer du cannabis aux clients, ça prend l'autorisation de l'utiliser, mais voici ce que tu dois considérer. Ça fait que, premièrement, il doit y avoir une politique d'établissement qui supporte la pratique. Deuxièmement, les clients doivent fournir leur ordonnance puis l'autorisation signée par un médecin ou infirmière praticienne ou infirmier praticien. Troisièmement, tu dois posséder les connaissances puis les compétences associées à l'administration du cannabis de manière sécuritaire. Tu dois aussi être en mesure d'évaluer l'efficacité du traitement puis de déceler les effets indésirables qui peuvent se présenter. Tu dois aussi t'assurer que la substance peut être authentifiée parce que la dose est déterminée puis elle doit être exacte et précise comme pour tout autre médicament. Puis finalement, tu dois tout de même respecter les règles d'administration des médicaments comme pour n'importe quel médicament. Ensuite, pour ce qui est du cannabis qui est fabriqué par le client, tu dois te référer à la politique de l'établissement. Par exemple, Horizon ne permet pas l'utilisation ou l'entreposage du cannabis non synthétique dans leur établissement. Pour ce qui est des foyers de soins, par exemple, la politique peut être très similaire, mais les membres de la famille doivent fournir le nom puis les détails du fournisseur. Le médecin fournit les détails du produit, la dose, la fréquence, la voie d'administration, comme pour une ordonnance d'un autre médicament. Ça prend une ordonnance médicale, une étiquette de la pharmacie, puis il doit provenir d'un système à dosage contrôlé. Si tu travailles à un endroit où il n'y a pas de politique, tu dois considérer les risques associés, puis prendre les mesures pour assurer la sécurité des clients, puis documenter tes actions à ce sujet-là. Ensuite, on précise encore qu'on doit se référer à la politique de l'établissement si le client veut s'administrer lui-même le cannabis. On doit évaluer sa capacité, son jugement puis sa mémoire pour évaluer les capacités de s'administrer le cannabis lui-même de manière sécuritaire. Ça prend aussi un plan concret qui doit inclure la dose, la voie, la fréquence, le résultat attendu, comment l'étude du client sera évaluée, et etc. s'il y a d'autres choses qu'on doit considérer. Ensuite, pour ce qui est de l'administration du cannabis dans tous les milieux de pratique, encore, on doit se référer aux politiques de l'établissement parce que les politiques peuvent être différentes d'un milieu à l'autre. La section 348 sur les règlements sur le cannabis dit qu'on permet à la personne en charge de l'hôpital de permettre l'administration du cannabis aux clients qui proviennent de l'intérieur de l'établissement ou de l'extérieur. C'est donc important de comprendre ce qui est considéré comme un hôpital. Donc, au Nouveau-Brunswick, un hôpital comprend des unités de soins de longue durée, les services d'addiction, les services de santé mentale, les services publics, l'extramural, puis les services communautaires. Pour ce qui est des soins à domicile, c'est normalement permis, mais encore, ça doit être appuyé par des politiques de l'établissement. La loi et les règlements sur le cannabis dictent aussi les règles pour l'administration dans un milieu public qui comprend tous les endroits auxquels le public a accès, que ce soit par invitation ou non. Mais encore, tu dois te familiariser avec les politiques mises en place par ton employeur si tu veux donner du cannabis à un client dans le cadre de soins à domicile. Ensuite, pour ce qui est des milieux de travail où il n'y a pas de politique, c'est certain qu'en général, les politiques nous aident à respecter nos normes de pratique. Donc, s'il n'y a pas de politique en place,
on vous encourage d'avoir une discussion avec votre employeur. Puis, normalement, si tu te demandes si tu as le droit d'effectuer une certaine technique, une certaine tâche, tu devrais te poser les 3 questions suivantes. Donc, est-ce que ça fait partie de mes compétences au niveau provincial? Est-ce qu'il y a une politique à l'établissement où je suis à ce sujet-là? Puis, est-ce que j'ai la compétence nécessaire pour effectuer la tâche? Ensuite, les politiques et procédures pour le cannabis. Donc, les politiques sont obligatoires dans tous les établissements parce que c'est ce qui dicte ce qu'on a le droit de faire puis comment on doit procéder. Plusieurs documents existent au sujet des politiques puis aux politiques des établissements. Puis, c'est pour protéger l'employeur puis l'employé. Ensuite, je vous présente un exemple de politique d'un foyer de soins en ce qui concerne le cannabis utilisé par les employés. Donc, voici un exemple. Les employés doivent s'abstenir de consommer du cannabis récréatif durant leur quart de travail, ainsi que 8 heures avant le début du relais, puis c'est tolérance zéro. Fait que c'est la même chose comme l'alcool. On n'a pas le droit de consommer de l'alcool au milieu de travail, ni durant nos pauses, ni durant notre heure de dîner. Ni pendant qu'on est à l'unité. Puis on n'a pas le droit d'aller travailler sous l'influence d'alcool. Puis c'est la même chose pour le cannabis. Sauf que si c'est l'utilisation du cannabis thérapeutique, ça peut être utilisé par un employé à condition d'avoir une ordonnance, puis que ce soit discuté avec l'employeur. L'employeur doit fournir une copie de l'ordonnance à son employeur. Puis il a la responsabilité de lui dire environ combien de fois par relais il va faire l'utilisation du cannabis. Normalement, il y a une politique au sujet de l'aptitude à exercer son travail puis à l'abus de substances au travail. Fait que comme si c'était pour l'utilisation de narcotiques prescrits, l'employé ne peut tout de même pas se rendre au travail ou de pratiquer avec des facultés affaiblies qui pourraient avoir un impact sur la sécurité ou le bien-être du client. Ensuite, oh, ça ne sera pas long. Fait qu'ici, on voit une liste de politiques qui ont dû être révisées ou qui devront être révisées en lien avec l'utilisation du cannabis. Puis les employés sont toujours responsables de leurs actions en ce qui concerne les politiques, comme ils l'étaient auparavant. Fait que si les politiques n'ont pas changé depuis l'utilisation du cannabis, c'est notre responsabilité comme employés puis comme défenseur des droits du client d'avoir une discussion avec l'employeur pour la mise en place de politiques à jour. Ensuite, toujours en ce qui concerne les employés, l'utilisation du cannabis thérapeutique requiert l'autorisation puis une ordonnance médicale. Puis, il doit faire part à son employeur comme il devrait le faire avec des narcotiques. Puis, l'employeur a l'obligation d'accommoder l'employé, mais la sécurité du public demeure la priorité. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation du cannabis récréatif, c'est différent. C'est pas permis au travail, c'est pas permis durant les pauses. L'utilisation doit être faite au moins 8 heures avant le prochain relais, parce que sinon, ça peut avoir un impact sur l'aptitude à exercer son travail. Puis ça, ce n'est pas légal. Puis c'est le même principe qu'avec l'alcool encore. Ensuite, si tu as des bonnes raisons de croire qu'un collègue consomme du cannabis alors qu'il ne devrait pas le faire au travail, voici ce que tu dois faire. Donc, tu dois avoir premièrement un soupçon raisonnable. Tu dois observer l'apparence, le comportement, le langage, l'odeur du collègue, confirmer en ayant une conversation avec l'employé, de confronter, de demander comment vous pouvez appuyer l'employé pour pas que l'incident se répète, d'inscrire au dossier puis de rapporter.
Ensuite, puis-je instituer une politique de tolérance zéro? Pour ce qui est du cannabis thérapeutique, non, parce qu'il y a un risque de plainte relative aux droits de la personne. Mais pour le cannabis récréatif, oui, il peut y avoir une politique de tolérance zéro. Puis encore, c'est comme on disait tantôt, c'est le même principe qu'avec l'alcool. Ensuite, la consommation récréative dans des situations qui ne mettent pas la sécurité en cause. Il ne peut pas y avoir une politique de tolérance zéro parce que si l'employé consomme, par exemple, du cannabis aujourd'hui en après-midi, puis qui entre seulement travailler demain matin, en principe, étant donné que ça fait plus que 8 heures de délai entre la consommation puis son prochain quart de travail, l'employé a le droit de consommer du cannabis récréatif. Ensuite, si une infirmière auxiliaire autorisée, est-ce qu'une infirmière auxiliaire autorisée peut prendre du cannabis thérapeutique ou si elle en prend, est-ce qu'elle peut encore aller travailler? Fait que c'est comme pour tout autre médicament sous ordonnance. On doit être toujours capable d'offrir des soins sécuritaires compétents, empreints de compassion et conformes à l'éthique en respectant les normes de pratique. Puis on doit évaluer sa capacité d'exercer sa profession puis d'avoir la santé physique, mentale, émotionnelle requise pour respecter les normes de pratique, puis le code de déontologie, comme avec toute autre situation ou comme avec l'utilisation de narcotiques, par exemple. Puis encore, l'employé, dans cette circonstance-là, a la responsabilité d'avoir une conversation avec l'employeur, puis de s'assurer qu'elle exerce sa profession avec sécurité. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire si mon collègue consomme du cannabis pendant sa pause? Encore, c'est un problème de pratique professionnelle. Il faut vérifier si l'information est exacte, pas juste croire toutes les suppositions qu'on a pu faire. Si vous soupçonnez, par contre, que le collègue a des facultés affaiblies, ça prend un soupçon raisonnable. Vous devez tout d'abord assurer la sécurité des clients, aviser le surveillant, le gestionnaire ou l'employeur le plus tôt que possible, inscrire au dossier ce que vous avez fait comme mesure pour assurer le bien-être du client. Puis l'employeur devra être ou devra peut-être éloigner le professionnel des soins infirmiers du milieu de pratique pour l'instant. Ensuite, une politique sur le cannabis, vous en avez besoin. Fait qu'en tant qu'employeur, la responsabilité, c'est de créer, réviser puis mettre à jour les politiques quant à l'utilisation du cannabis. Puis, comme employé, votre responsabilité, c'est de se familiariser avec les politiques, puis de les respecter. Fait que je vous remercie. Puis là, on va remettre le son pour vous pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Ça ne sera pas long. Est-ce que quelqu'un a des questions?